La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. On a ces personnes, on les met dans une maison, il y a des chambres, il y a des micros, des caméras qui les suivent. C'est la petite mise quoi. Voilà quoi, on s'est compris. C'est cet effet de réalité qui fascine. Soyez vous-même, c'est le slogan d'une émission qui a révolutionné la télé française, Love Story. Avant que ne débarquent les Loana, les Stevie, puis les Jennifer et les Nabila, la télé, c'était des gens bien habillés et bien maquillés. Eux ont traîné leur corps et leur ennui devant les caméras pendant des heures, et ils ont fait exploser l'audimat. Si on y regarde bien, la télé-réalité avait en germe ce que sont devenus les réseaux sociaux. Elle a aussi été une énorme machine à fric qui a fait ce qui aujourd'hui sont les barons et les baronnes de la télé française. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Vous l'avez peut-être loupé, mais la télé française nous offre une nouvelle télé-réalité. Ça s'appelle Frenchy Shore. 10 candidats sont installés dans une villa pour faire la fête. Et plus, si affinité, Frenchy Shore vient remettre une pièce dans le jukebox des polémiques sur la télé-réalité, trash, vulgaire, limite pornographique, les politiques s'offusquent, les parents s'inquiètent. C'est comme si tout à coup, nous étions téléportés 22 ans en arrière, alors que venait d'être lancée l'émission Love Story et que survenait la transgression initiale de la télé-réalité, la scène de la piscine entre Loana et Jean-Édouard, scène de sexe qui n'a d'ailleurs jamais vraiment été montrée à la télé. Et comment générer du scandale ? C'est un des moteurs de la télé-réalité, mais il y a bien d'autres choses à dire sur ce sous-genre de la télé, né donc dans les années 2000, au début des années 2000, notamment sur l'impact de ces émissions aujourd'hui encore. Love Story est l'adaptation française de la première télé-réalité moderne, Big Brother, une émission néerlandaise. Aujourd'hui, ceux qui ont lancé Love Story sont les maîtres de la télévision française, voire même mondiale. Et puis, un mot a été inventé au moment de Love Story par le psychologue Serge Tisseron, l'extimité, exposer son intimité. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux à faire l'expérience de l'extimité sur les réseaux sociaux. En cela, les candidats de Love Story ont été une sorte de précurseurs. Oui, il y a aussi beaucoup à dire de Loana, la candidate qui a remporté cette première édition de Love Story, archétype de la bimbo, vrai stéréotype du 21e siècle. Pour en parler, nous recevrons dans cette émission le réalisateur Paul Sanfourche. Il est également l'auteur d'un livre, Sexisme Story. Nous sommes également aujourd'hui avec François Jost, sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la télé-réalité. Vous dirigez la revue Télévision chez CNRS Éditions. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Pourquoi est-ce que, selon vous, ça vaut la peine, aujourd'hui, 22 ans après la première diffusion de Love Story, de reparler de la télé-réalité ? Je vous répondrai avec une phrase de l'inventeur de Big Brother, d'Endemol, en disant, il disait il y a 20 ans, il y aura dans 20 ans la télévision avant Big Brother et après. C'est-à-dire que lui-même s'était rendu compte que c'était un moment de coupure dans la télévision. Allez, on se replonge au début du millénaire dans nos archives. Sur les images devenues iconiques, il y a le rebord hexagonal de la piscine en banquirail, baigné par la lumière des projecteurs. Il y a le chrome arrondi de l'échelle qui plonge dans l'eau bleue et grise de la piscine. Il est 23h50, ce 28 avril 2001. Mais avec l'éclairage artificiel, ça pourrait presque être le milieu de l'après-midi. Sur la table à l'arrière-plan, une coupe de champagne à moitié bu, un pantalon jeté là avant de plonger. On n'entend pas vraiment ce que dit le couple qui se trouve au centre de l'image. Forcément, dans l'eau, ils ne portent pas leur micro. Serrés l'un contre l'autre, appuyés au rebord de la piscine, chacun une clope au bout du bras. Loana, la bimbo dont le blond californien est relevé en chignon, se tient de dos. L'eau a ramené les cheveux de Jean-Édouard, le beau gosse de service, en arrière sur sa tête. Ils rigolent, ils s'embrassent, ils s'enlacent. C'est la petite mise quoi. Il s'avère que ce soir, j'étais dans la piscine avec cette jeune fille un peu trop extravagante à mon goût. Et que
Voilà quoi, hein, on s'est compris. Voilà, on s'est compris, dit Jean-Édouard face caméra quelques dizaines de minutes plus tard. Cette scène de sexe dans la piscine n'a jamais été véritablement diffusée à la télévision. Le 29 avril, le lendemain du jour où elle a été tournée, c'est sur cet Internet qui balbutie encore que la vidéo file à toute allure. Cette scène, pourtant, symbolise les débuts de la télé-réalité française et va faire un énorme scandale. Toute cette histoire commence aux Pays-Bas, où un homme d'affaires, John de Mol, brushing léger et bronzage parfait, a tout simplement inventé la télé-réalité, avec une émission au nom évocateur Big Brother. Le concept est assez simple. Il s'exporte d'ailleurs directement en Flandre, où la chaîne VTVIR diffuse une version de l'émission. En fait, le concept de base est le même, il est très simple. Et c'est d'ailleurs génial pour cela. On a ces personnes, on les met dans une maison, il y a des chambres, il y a des micros, des caméras qui les suivent. Donc on a vraiment un show au quotidien. Big Brother n'est pas simplement une émission de télévision. C'est un format, c'est un concept voué à être répliqué partout dans le monde. Un concept choc. En Belgique, le producteur de Big Brother, Herman Braal, ne voit pas très bien où est le problème. C'est quoi aller trop loin? Je vois tous les jours dans les informations des gens qui sont tués. Et ça, ce n'est pas aller trop loin parce que c'est l'information. Ici, quand des gens s'amusent ensemble, c'est aller trop loin. Mais imaginez qu'ils aient des relations sexuelles, ça dépasse les bornes. Quelqu'un qui meurt sur les écrans, pas parce que c'est de l'information? Big Brother est donc une franchise vendue par un homme d'affaires néerlandais, John de Mol, et sa société de production, Endemol. En 2000, c'est un succès mondial. Il y a un Big Brother Pays-Bas, Flandre, mais aussi Espagne, Portugal et bientôt États-Unis. Mais il y a un pays qui fait de la résistance, la France. Big Brother est trop vulgaire, trop intrusif. Pour pénétrer le marché français, John de Mol doit trouver une sorte d'alter ego, quelqu'un qui est prêt à casser les codes de la télé française. Et en ce tout début des années 2000, il y a bien deux hommes qui ont décidé de révolutionner le petit écran. Arthur, qui prend toute la lumière des projecteurs, et dans l'ombre, le producteur Stéphane Courby. À deux, ils ont lancé une émission à grand succès, Les Enfants de la télé. À une époque où YouTube n'existe pas, ils capitalisent sur les archives et sur les bons moments de télévision. Bonsoir et bienvenue sur TF1. Merci. À la base, Arthur est un animateur radio. Stéphane Courby est lui l'ancien assistant de Christophe de Chavannes sur l'émission Ciel Montmardi. Mais il a une ambition dévorante pour la télé française. Ce qu'il veut, c'est justement créer des concepts, des formats, des émissions qu'il pourra lui aussi vendre partout dans le monde. Arthur s'est embarqué avec lui et ils ont fondé une boîte de prod, ASP Productions. Forcément, la rencontre avec le néerlandais John de Mol coule un peu de source. En 2000, Endemol rachète ASP Productions qui devient Endemol France. Stéphane Courby est nommé président de cette filiale du groupe néerlandais. Voilà comment Big Brother est adapté pour la France. Le nom est différent, Loft Story, mais le principe est le même. 11 célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés. Filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Pour le public français, l'émission est vendue comme une sorte de programme sociologique, un dispositif expérimental diffusé à la télé. Des psys sont d'ailleurs engagés pour commenter, analyser. Mais en vérité, comme pour tous les autres Big Brother, les candidats ont été castés. Et les équipes de production ont trouvé une candidate parfaite. C'est vous qui décidez. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est gogo dancer.
Je véhicule une certaine image, grand, blond, sexy, je travaille en boîte de nuit, donc paillettes, assez dénudée vu que je suis en string, soutien-gorge. Mais en fait, je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. La vocation de Loana, ce n'était pas de danser sur des podiums. Mais à 17 ans, lorsque sa mère est hospitalisée, elle se retrouve seule pour faire face au quotidien. Loana, la bimbo romantique, plastique parfaite et sentiment profond, est un des personnages que cherchait la prod, au même titre que tous les candidats. Chacun doit correspondre à un profil particulier. C'est ce dont s'est rendu compte un journaliste de Canal+, Paul Morera, alors qu'il tourne à l'époque un documentaire, Les Dessous du Loft. C'est quand même un spectacle. Donc comme tout spectacle, il y a des ficelles. Et alors dès qu'on veut enquêter sur ces ficelles, les montrer, parce que c'est pas non plus, c'est pas le Watergate, hein, c'est juste, c'est de la télé, quoi. Hein. Et bien là, on a de grosses difficultés, parce que c'est vrai que nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait des typologies, on cherchait à remplir des cases. Hein, Endemol a mis au point des grandes personnalités, parce qu'au fond, ce qu'on cherche, c'est pas tellement truquer pour truquer, c'est juste qu'il y ait du show, qu'il y ait de l'audimat, quoi. Donc il faut du conflit, un peu de sexe si c'est possible, et puis du scandale. Sans scandale, ça ne marche pas. Donc on fait tout pour que ça existe. Et ça se passe dès les auditions ? Ça se passe dès les auditions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans Love Story, par exemple ? Dès les auditions, on cherche en gros le garçon. Enfin, nous, on a eu les fiches comédiens, donc des gens qu'on cherchait à remplir. Donc il y avait le sportif qui est devenu Aziz, à peu près défini comme il l'est dans Love Story. Il y avait la chippie petite bourgeoise qui allait un peu énerver tout le monde parce que trop riche, machin, qui allait devenir la Laure de Love Story. Enfin, et il y avait comme ça, il y avait la fille qui aimait la nature, c'était Delphine, je crois. C'était décidé à l'avance, avant même qu'on les trouve. C'était défini à l'avance. Et il y avait ce que les Portugais qui ont déjà plusieurs saisons de Big Brother appellent les têtes blondes, parce qu'en fait, les têtes jaunes, ça revient sans arrêt, les jolies filles blondes. Au Portugal, vous trouvez la même, en Espagne, vous trouvez la même. C'est une espèce de cahier des charges, il faut une jolie tête jaune. La tête jaune française, c'est donc Loana. Elle concentre l'esthétique pop du début des années 2000, ses longs cheveux décolorés, ses sourcils épilés, les lèvres contournées au crayon, les chaussures à plateforme. Avec elle, ils sont 11 à entrer dans le loft le 26 avril 2001. Stevie, Kenza, Julie, Philippe, Christophe, la mise en scène la joue un peu Festival de Cannes. À la porte du studio dans lequel se trouve le loft, la plaine Saint-Denis, le tapis rouge a été déroulé et chaque candidat arrive dans une limousine noire. Et voilà la première voiture. Alors c'est comme pour les filles, je ne sais pas qui est à l'intérieur, mais on va le savoir tout de suite. Les paris sont lancés, allez. Bonsoir, bienvenue à Love Story. Stevie. C'est Stevie. Bonsoir. Stevie. Ça va ? Ouais, toi ? Je ne sais pas. Les filles sont déjà à l'intérieur. Depuis le studio où sont tournés les primes, le présentateur Benjamin Castaldi fait monter la sauce. Le grand moment arrive. Ça y est, ils sont tous là, on peut y aller. Allez. Dans quelques... Ça y est, on y va. La porte va se refermer. Ils sont coupés du monde. Ils vont rencontrer les filles maintenant. Voilà. Ça y est, ils sont à l'intérieur, un espace entièrement meublé par Ikea. La prod a trouvé un accord avec le géant suédois. Il y a 2 chambres, une salle de bain, une cuisine, un jardin, une piscine. Le prime, diffusé sur M6, se termine quelques minutes plus tard. La diffusion continue sur le canal 27 de TPS, bouquet de chaînes diffusées par satellite, 24 heures sur 24. Et directement, ça fonctionne. Les audiences prennent. Si ça marche, c'est parce qu'il y a quelque chose de fascinant quand même dans ce dispositif-là. Il y a le côté... c'est vrai que la télé, c'est toujours présenté par des gens comme vous, comme moi, polis, souriants, toujours bien formatés. Et là, brusquement, il y a des gens qui sont des gens comme tout le monde et qui n'hésitent pas à dire des gros mots, à être comme on est dans la vraie vie. Donc c'est cet effet de réalité qui fascine. 2 jours après leur entrée dans le loft, les candidats reçoivent un message de la prod. Vous allez trouver dans le cellier le matériel et les costumes pour organiser la soirée disco, non pas demain, mais ce soir. Pour la soirée disco du 28 avril, dans le cellier, il n'y a pas simplement du matériel et des costumes. C'est ce que raconte le journaliste de Canal+, Paul Morera.
J'ai là des photocopies d'un livre qui n'est jamais paru, qui s'appelait Les Dessous du Loft, qui a été commandé par la propre production. Mais comme c'est une journaliste qui a fait le travail, qui l'a fait de manière assez honnête, il y a 2-3 vérités qui étaient un peu dérangeantes, donc il est passé à la trappe. Donc je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'histoire de l'alcool. Dès les premiers jours, vous avez eu une fête avec beaucoup d'alcool qui s'est terminée dans la piscine. Loana, Jean-Édouard, on ne présente plus. On connaît bien l'histoire de la piscine. La piscine, on ne l'a pas oublié, c'est ce qui va lancer Love Story, puisqu'il y a une scène de sexe dans la piscine. C'est grâce ou à cause de l'alcool. Voilà. Alors, donc, ce que dit Benjamin Castaldi, il est certain qu'en offrant de l'alcool à volonté à une bande de jeunes gens qui non seulement n'ont pas froid aux yeux, mais cherchent à tout prix à le démontrer, on peut imaginer assez facilement l'issue de la soirée, nous confiera l'un des membres de la production. Donc voilà comment se passe la manipulation. C'est jamais grossier, on ne dit pas aux gens faites ci, faites ça. Love Story fonctionne exactement comme Big Brother. Et si ça marche, c'est parce qu'il y a des ficelles. À la sortie du loft, Christophe, l'étudiant sympa, un des 2 vainqueurs de l'émission, n'avait aucune naïveté quant à la manipulation. Alors manipulation, je pense que les candidats, eux, ils n'ont pas été manipulés. Simplement, la manipulation, après, elle est faite au niveau des images, puisqu'effectivement, à la télévision, on propose un divertissement. Donc moi, je dirais que c'est un peu le côté de montage. C'est comme ça que ça monte. C'est comme ça que ça marche, voilà. Effectivement. On va montrer les images qui nous arrangent de montrer pour que ça marche mieux. Et après, le problème, c'est qu'effectivement, dedans, on va mettre un public, on va lui faire dépenser des sous pour qu'il vote pour des candidats, et finalement, on s'aperçoit que finalement, il décide de rien du tout, et que c'est la production qui va elle-même décider d'enlever des candidats pour que l'émission marche mieux. L'autre candidate qui remporte la première saison de Love Story, c'est Loana. Une victoire qui, à long terme, va lui coûter énormément. Mais les vrais gagnants, ceux qui raflent le gros de la mise, c'est sans doute Stéphane Courby, Arthur et la société Endemol. Endemol qui commence à sérieusement bousculer le modèle de la télé traditionnelle, comme l'explique en 2002 le journaliste de la RTBF, Hugues Lepage. Endemol, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une puissance extraordinaire aujourd'hui en Europe. Ça représente quoi? Ça représente 4000 personnes, ça travaille dans 40 pays, ça a racheté pratiquement la moitié de la production de divertissement en France, et c'est plus puissant aujourd'hui Endemol qu'un directeur de chaîne. Quand vous voyez Star Academy, c'est l'association de quoi? C'est l'association d'une des plus grandes chaînes de télévision françaises, d'un réseau de radio privée très performant, et d'une des 4 grandes multinationales de la musique, de la télévision, Vivendi, Universal. C'est un véritable rouleau compresseur. Alors moi, je ne reproche pas cette télévision-là d'exister. Ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'elle prenne toute la place et que dans les chaînes de télévision, ne sachant pas toujours comment répondre à cette concurrence-là, on en vienne à faire de la surenchère ou en tout cas à ne plus proposer ce qui fait, en tout cas pour la télévision publique, sa grande différence. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. La première, l'histoire continue. Love Story, première télé-réalité française dans l'histoire continue. On est avec François Jost, je rappelle que vous êtes sémiologue. Là, d'abord, on va peut-être parler de ce qui a marqué encore aujourd'hui cette première télé-réalité, cette fameuse scène de la piscine. Est-ce que c'est vraiment la scène initiale ou inaugurale pour vous de la télé-réalité ? Oui, sans doute. C'est ce qui a fait que tous les médias en ont parlé. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est, vous l'avez rappelé, ce qui est important, c'est le fait qu'on ait tout d'un coup un vrai format. Il y avait eu des formats précédemment, notamment avec les jeux. Le Juste Prix est tiré d'un format américain très très ancien. Mais là, on arrive véritablement avec quelque chose qui est différent, puisque ça mime la réalité, et avec quelque chose qui, à la fois, prétend montrer la réalité et, comme vous l'avez montré par ailleurs, est complètement réglé par des différentes choses. Enfin, c'est véritablement un format où les producteurs ont une liberté assez maigre par rapport à tout ce qui est prévu par le producteur. Parce qu'il y a vraiment un cahier des charges, en fait, qu'il faut répliquer dans toutes les versions différentes de ce même format qui a été acheté. Oui, et qui dépend de la culture. C'est-à-dire que nous, finalement, on a une télé-réalité, je pense qu'on y reviendra, mais une réalité relativement soft. Dans certains pays, ça a été tout de suite beaucoup plus cru. Mais ce que je voudrais surtout mettre en avant, c'est que le succès de la télé-réalité, de Love Story, tient au fait que c'est peut-être la première émission de ce qu'on appelait beaucoup à l'époque la convergence. C'est-à-dire que à la fois l'émission est
en direct, en tout cas, elles se vantent d'être en direct sur un des canaux. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a un décalage de quelques dizaines de secondes, mais il y a l'authenticité du direct. Il y a l'utilisation de la web caméra qui existait avant, notamment chez une jeune femme qui s'appelait Jenny, qui montrait une image d'elle tous les 20 secondes aux États-Unis, et donc on attendait qu'elle soit déshabillée, ça tombait, ou qu'elle fasse l'amour, etc. Il y a le téléphone qui est fondamental dans le dispositif, c'est-à-dire que d'une part les gens ont l'impression de décider et en plus c'est une ressource pour la chaîne, c'est-à-dire le fait que le public doit appeler pour voter pour quel candidat va sortir de l'émission. Alors au début, effectivement, c'était quel candidat va être exclu, et puis comme un certain nombre de gens dont j'étais ont dit que c'était assez scandaleux, ils sont plutôt nominés ceux qui étaient les meilleurs. Ils ont renversé, il n'y a plus d'exclusion. Mais vous parliez tout à l'heure de la production, c'est vrai que ce qui inaugure cette télé-réalité, c'est le fait que on peut faire de l'argent avec autre chose que la publicité. La publicité joue un rôle majeur, mais il y a en plus le fait que le téléphone, qui est en train de se développer lui aussi dans la société, devient un des moyens de faire de l'argent. Qu'est-ce qui explique que ça fonctionne si bien ? Parce que alors moi j'ai revisionné le premier prime in extenso pour préparer cette émission. C'est assez surprenant comme en fait c'est lent. C'est pas super excitant à regarder. Ça prend longtemps avant que les choses surviennent. Peut-être vu d'aujourd'hui, mais à l'époque. Alors, est-ce que c'est vu d'aujourd'hui ou est-ce que c'est le fait qu'on ait été aussi un peu ébahis de voir ça ? Aujourd'hui, on sait ce que c'est de la télé-réalité, on sait ce que c'est voir des gens rester dans un salon à faire pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui a expliqué pour vous que ça ait fonctionné, en fait ? Alors, moi, je pense qu'il y a une chose fondamentale, c'est l'accent qui a été mis par les producteurs sur la réalité en France. Parce que au départ, le format était intitulé Real Life Docu-Soap. Donc c'était une sorte de feuilleton du quotidien. C'était ça l'argument. En France, ça a été lancé comme télé-réalité. Et tout le monde a foncé sur, j'allais dire, comme un taureau dans une arène, sur ce terme en disant, voilà, c'est la réalité. C'est réalité plutôt que télé. Voilà, c'est une autre époque de la télé. Il faut se rappeler que la télé-réalité naît dans un contexte où, premièrement, il y a une méfiance absolue des politiques et deuxièmement, une méfiance absolue des médias. Et donc, les médias, les politiques, c'est à la fois du mensonge dans la tête des gens, c'est à la fois du montage, menteur et monteur. Et tout d'un coup, on nous dit, voilà, là, vous avez des caméras qui prennent en direct, rien n'est truqué, et vous allez voir la vraie vie des gens. Il y a une forme de promesse de la transparence ? Absolument, absolument. C'est une promesse de la transparence qui va à l'encontre de tout ce qui a été dit dans votre récit. Parce qu'on voit bien qu'effectivement, la transparence est manipulée, que ce qu'on croit transparent est en fait prémédité par la production. C'est l'apparence de transparence. Oui. Ouais. Oui. Peut-être, François Jost, il y a un grand sémiologue français, Roland Barthes, qui avait fait une étude célèbre sur le catch, et il expliquait la relation particulière des spectateurs du catch. Ils savent qu'ils viennent voir un spectacle, ils savent que c'est truqué, mais en même temps, il y a quelque chose, ils y croient. Est-ce que la télé-réalité, on peut pas reprendre un peu de ça de Roland Barthes ? On se dit, on sait qu'on regarde un spectacle, mais en même temps, on est pris dans un effet de réel, comme disait Roland Barthes. Oui, ça a été d'ailleurs, effectivement, certains psychanalystes définissent la fiction de cette façon-là. Je pense que, si vous voulez, la force de la télé-réalité, c'est qu'elle s'adresse à trois publics. Ça a été montré par des sociologues. Elle s'adresse à trois publics. Il y a d'une part les adolescents qui regardent cette émission en se disant « mais comment se parle-t-on quand on veut exprimer son désir, quand on veut exprimer son amour, etc. » Il y a les gens qui regardent ça comme un feuilleton, c'est-à-dire qu'ils veulent voir les aventures, et c'est ceux-là qui sont dans le cas de figure que vous signalez, qui regardent ça comme une histoire, ils veulent savoir qui va aller avec qui, etc. Et puis il y a eu aussi quelque chose de très important, c'est, j'allais dire, les intellectuels qui disent en même temps qu'ils le regardent de façon décalée, distante, etc., mais qui votent. C'est-à-dire, moi je me rappelle avoir eu des tas de collègues qui discutaient pour savoir s'ils avaient voté pour Loana ou pour Laure. Donc, si vous voulez, c'est une télévision, et ça a évolué comme ça avec les réseaux sociaux. C'est une télévision à la fois, comme vous disiez, à laquelle on croit, et en même temps, on en rigole, on n'y croit pas tout à fait. Donc, c'est une nouvelle position, finalement, du spectateur.
Dans Love Story, il y a aussi ce personnage de Loana qui a fini par remporter le Loft avec Christophe, dont on ne parle plus jamais. Non. Loana, qui sur ces 20 dernières années a fait tourner la presse magazine. Grandeur et décadence, c'est un peu le récit médiatique qui entoure la figure de Loana. J'en ai parlé de cette trajectoire avec Paul Sanfourche, il est réalisateur. Il a écrit un livre qui s'appelle Sexism Story, Loana Petrucciani. Derrière la sortie du Loft, il y a eu 5-6 années de fast, 5-6 années où elle enregistre en fait des bénéfices, c'est-à-dire qu'elle avait créé à l'époque une société qui s'appelait la LPI. Puisqu'elle déclarait ses comptes, j'avais pu voir qu'elle avait gagné environ 1,2 million d'euros sur une période de 6 ans. Donc Loana, à un moment, était millionnaire. J'en conclus qu'elle avait quand même une forme de puissance. Et puis, passé cette période-là, s'enchaîne une période plus noire avec des soucis à la fois personnels, notamment de violences conjugales, et puis de difficultés plus globalement dans sa vie. Et globalement, on passe dans une période aussi où elle devient de moins en moins bankable. On la voit moins à la télé, on l'appelle moins. Elle réapparaît de temps en temps dans des programmes, mais qui sont déjà je dirais, de moins grande importance. Et elle devient un peu secondaire. Elle va se faire aussi supplanter par toute une nouvelle génération de la télé-réalité. On pourrait prendre évidemment chef de file Nabila, que tout le monde connaît. Et à partir de là, évidemment, ses revenus dégringolent. Et comme ça coïncide aussi avec une période difficile dans sa vie, globalement, depuis Love Story, Loana, elle a une réalité beaucoup plus modeste. Moi, en tout cas, de ce que j'en sais jusqu'à présent, c'est qu'elle vivait plutôt chez sa mère dans le sud. Voilà comment on peut résumer la vie de Loana depuis le Loft. Je vous entendais dire que dans une interview qu'elle correspond à la figure de la bimbo. D'abord, qu'est-ce que c'est la figure de la bimbo? Et puis après, c'est quelque chose qu'elle va aussi ne plus être à un moment donné, qu'elle va complètement cracher. Alors la bimbo, c'est vraiment une construction, on pourrait dire esthétique et corporelle des années 90. Ce sont des créatures féminines, hein, bien sûr, qui s'inspirent à l'origine des pin-up, donc Marilyn Monroe évidemment, et puis de Barbie hein, quand même. Et en fait, elles reprennent ces codes-là, et en même temps, on est au tournant donc des années 90, années 2000, c'est aussi l'essor de la chirurgie esthétique, et donc ces femmes-là, elles vont mélanger un peu tous ces phénomènes-là, et elles vont tailler leur corps sur mesure. C'est-à-dire qu'elles vont reprendre ces codes de la blondeur, de la minceur, de la poitrine opulente. Elles vont se servir évidemment de la chirurgie esthétique pour façonner ces corps. Et dans ce modèle-là, je pense qu'on a tous en référence Pamela Anderson, qui est quand même vraiment, je pense, l'exemple peut-être le plus connu de la bimbo, son rôle dans Alerta Malibu. Voilà, ce sont des femmes en fait un peu, moi je les appelle des super femmes, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment poussé tous les codes de la féminité au maximum, et donc elles en deviennent finalement des corps objets, mais des corps sujets aussi, parce qu'elles ont choisi cette construction-là. C'est-à-dire qu'elles ont repris des codes qui sont édictés évidemment par la société, sexiste, patriarcale, mais elles se les sont réappropriées et elles ont construit leur corps à partir de ces normes-là. Donc, pour moi, la bimbo, c'est quelqu'un d'assez ambigu, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est soumise au code de la domination patriarcale, et en même temps elles sont autrices de leur corps et de cette trajectoire là. Donc c'est assez intéressant pour ça, la bimbo. Après, pour ce qui est de Loana, elle est effectivement, elle a été bimbo, on pourrait dire au moment du Loft évidemment, et c'est pour ça que la production l'a choisie, hein. Très clairement, la production, moi j'ai discuté avec eux, avec des gens qui ont fait le casting. Quand ils rencontrent Loana, la première chose à laquelle ils pensent, c'est à la fois Marilyn Monroe et Pamela Anderson. L'un des membres de la production me dit, moi quand je la vois, je pense à c'est la Pamela du 06. Les 06, c'est le département des Alpes-Maritimes en France. Donc voilà, il y a toutes ces représentations là qui sont dans leur tête à ce moment-là. Et Loana incarne dans ce programme-là une femme sexy, une femme enfant aussi, c'est ça aussi bimbo, parce qu'elle est à peine sortie de l'adolescence, qu'elle a quelque chose d'assez fleur bleue, romantique, et en même temps une ambiguïté sexuelle très forte. Donc c'est ça, cette tension-là aussi dans la bimbo qui est intéressant pour les producteurs à ce moment-là. Ils vont évidemment pousser à fond ce personnage-là, c'est-à-dire que dans la manière de présenter Loana dans le programme, on va insister énormément sur son corps, à la fois
par des plans de caméra qui sont, je dirais, un traitement faveur, entre guillemets, ou de défaveur, entre guillemets, pour Loana, c'est-à-dire que tous les candidats sont filmés généralement quand ils parlent, quand ils interagissent avec les uns les autres. Loana, parfois, elle est filmée alors qu'elle se tait, qu'elle est toute seule dans une pièce. Je pense notamment à un plan tout au début du loft où elle est toute seule dans la chambre, elle est en train de s'habiller ou de se rhabiller. On la voit en sous-vêtements. L'action se passe avec tous les lofters et on garde le son de la discussion des lofters. Et puis, la caméra choisit d'aller sur Loana nue, enfin à demi-nue, pour montrer son corps. Donc voilà, c'est par ce genre de choix que la production insiste sur ce personnage de la bimbo. Évidemment, son histoire avec Jean-Édouard va être du pain béni en fait pour la production. Ça la sexualise encore plus. Exactement, ça la sexualise. Ça rend aussi quand même cette promesse qui était initiale dans le jeu de Love Story, c'était aussi des histoires d'amour. Le Love, c'était aussi une sitcom. Et c'était Hélène et les garçons, modernisé. Donc, tout ça prend extrêmement bien et le personnage de Loana écrase la concurrence. Elle devient la star du programme. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Derrière, évidemment, c'est pas facile à entretenir un corps comme celui-là. C'est extrêmement compliqué. Il faut savoir que Loana souffre de troubles alimentaires, boulimie, anorexie, elle l'a toujours dit, donc c'est pas sans conséquence aussi pour sa santé, ce qui fait qu'au tournant des années 2010, effectivement, Loana, elle prend du poids, elle correspond plus du tout à cet archétype de la bimbo, et elle va être moquée aussi pour ça. C'est-à-dire qu'on s'est moqué d'elle dans les années 2000 parce qu'elle était bimbo, et puis dans les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, on se moque d'elle parce qu'elle ne correspond plus à ce corps-là, parce qu'elle l'a perdu. Et quelque part, c'est une double déchéance pour ses détracteurs, ceux qui s'en moquent, c'est qu'à la fois, on considère que c'est un personnage vulgaire, qu'elle a fauté en apparaissant dans un programme où elle mettait en avant son physique, et puis quand elle perd ce physique qui lui a donné cette exposition, on se moque à nouveau d'elle, en la pointant du doigt, en fait, en riant, voilà, ce qui t'a rendu puissante, tu l'as plus, regarde-toi aujourd'hui, quoi. Donc c'est aussi tout ça derrière ces personnages de bimbos qui se jouent, c'est en fait un grand révélateur de la manière dont la société perçoit le corps des femmes. La première, l'histoire continue. Paul Sanfourche, qui est donc réalisateur, qui nous expliquait donc que Loana avait fini par remporter Love Story, mais il expliquait aussi dans quelle mesure elle avait souffert de cette victoire. François Josse, est-ce que les grands vainqueurs de Love Story, ceux qui ont gagné, c'est pas tout simplement la société en démol ? C'est sûr, la société en démol est devenue de plus en plus importante et c'est un format qui est fait, si vous voulez, en plus pour appuyer la publicité. C'est-à-dire que vous avez dit que le décor était fait en connexion avec Ikea, mais on peut dire que le monde du loft est le monde de la publicité, c'est-à-dire qui coïncide parfaitement. C'est-à-dire qu'on parle de son corps, on parle de manger, on parle de séduire, et donc tout ça, ça permet à des annonceurs d'avoir la construction d'un monde où tous ces actes deviennent normaux et surévalués aussi. Ce grand modèle-là, sur Endemol, on va peut-être en dire un mot, et Stéphane Courby qui avait lancé cette société avec Arthur. Aujourd'hui, Stéphane Courby, il est à la tête d'une société qui s'appelle Banijay, qui a fini par racheter tout Endemol, y compris le Endemol de John de Mol. Aujourd'hui, Banijay est le plus gros producteur mondial de contenu de flux en télévision. C'est Banijay qui produit Koh-Lanta, qui produit Taratata avec Nagui, qui produit Fort Boyard, qui produit en partie 28 minutes sur Arte, qui produit Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna, c'est vraiment un des plus gros producteurs, et on peut dire qu'il y a eu une sorte de dynastie qui s'est créée avec Love Story, notamment Alexia Laroche-Joubert qui était la rédactrice en chef de l'émission, Stéphane Courby. Donc c'est eux qui ont lancé ces grands formats télé-réalité, Star Academy évidemment aussi en France, et qui aujourd'hui sont vraiment ceux qui produisent les contenus, notamment pour les chaînes de télévision françaises. Vous qui êtes sémiologue, François Josse, ce règne des formats, qu'est-ce que ça a comme impact sur la manière dont on raconte les choses aujourd'hui ? C'est fondamental, évidemment, puisque
on a des passages obligés. Alors, chaque pays, quand même, se l'approprie de façon différente. Et d'une certaine façon, on peut regarder les différentes façons dont Big Brother a été approprié par des pays. Et ça permet de comprendre ce qui se passe dans tel ou tel pays. C'est-à-dire que du point de vue culturel, ces différents formats qui sont des passages obligés sont aussi des témoignages de la culture d'un pays. Par exemple ? Par exemple, je pense à la version brésilienne qui a un nombre de saisons colossal. On a eu cette histoire de la pauvre fille qui est trouvée dans les favelas et qui, grâce à l'émission, va accéder à quelque chose de mieux, à un autre univers. Donc ça, c'est dans la continuité, si vous voulez, des fictions brésiliennes et donc des telenovelas. Des telenovelas, oui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un message un peu politique, parce qu'on a beaucoup parlé de récits, de formats, etc., mais notamment dans cette idée que n'importe qui peut devenir quelqu'un. Cette idée qui est au fond un peu le rêve américain, la base de l'individualisme un peu libéral. Est-ce que c'est pas le cœur du projet ? Oui, c'est certain. C'est-à-dire que on a cette idée de la personne trouvée dans un ruisseau et qui va monter, accéder à un monde qui est une sorte d'Olympe, c'est-à-dire où tout va bien. Alors, cela dit, ce qu'on a vu avec le développement de la télé-réalité, c'est comment cette accession au monde de l'Olympe, des télévisions, peut retomber très très vite. Et on sait qu'il y a eu, par exemple, je crois à peu près 18 suicides de candidats à la suite des émissions. C'est-à-dire qu'on peut aussi, et vous l'avez un peu raconté avec Loana, on peut retomber dans le ruisseau. Et l'enjeu est bien ça, hein, c'est effectivement d'accéder à un monde qui est réservé à une élite, et c'est en ça que ça répond à certains arguments populistes. C'est n'écoutez pas les élites, vous pouvez vous-même devenir quelqu'un d'important grâce aux médias. Et puis un des grands liens qu'on peut faire encore avec le Loft, entre le Loft et aujourd'hui, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. En quoi ? J'ai posé la question à Paul Sanfourche, je vous propose de l'écouter. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le Loft a préparé les esprits, la télé-réalité en tout cas, a préparé les esprits de cette grande exposition de l'intimité, ou du moins de ce qu'on appelle aussi l'extimité, c'est-à-dire le choix de ce qu'on veut présenter de nous-mêmes au public. Et ça, c'est sûr que les lofters, quelque part, c'est des cobayes. C'est-à-dire que eux, ils ont été balancés dans le bouillon, on leur a dit allez-y, vous serez à l'antenne, voilà, vous serez filmés 24/24, mais finalement, ils n'avaient pas tellement la conscience de ce que ça allait donner, à la fois de l'ampleur médiatique de tout ça, mais aussi de l'image qu'ils allaient transmettre. Dès le Loft numéro 2, et derrière toutes les émissions de télé-réalité, les gens qui entrent dans le programme savent très bien comment se comporter. Ils savent qu'ils vont présenter leur personnalité sous un jour qui va les arranger, soit pour gagner justement l'amour du public, soit pour faire le buzz, enfin voilà. Donc à partir de là, il n'y a plus de candeur, il n'y a plus on arrive, on veut être nous-mêmes, on veut incarner juste qui on est. Non, après on sait qu'effectivement il y a certains profils qui marchent plus, il y a certaines choses qu'il faut faire, pas faire. Et voilà, finalement, ces normes-là, c'est la même chose que nous, on reproduit inconsciemment avec les réseaux sociaux. Évidemment, on se met pas en scène nous-mêmes dans des moments qui sont dégradants, qui sont pas peu reluisants. Et finalement, on est tous devenus un peu des lofters. Moi, j'y vois quelque chose d'assez réjouissant quand même, malgré tout. C'est que les personnes qui vivent de cette exposition-là, au moins, sont un peu plus maîtres de leur destin qu'au début des années 2000. Loana, si elle avait pu mettre elle-même en scène les images de sa notoriété, sans doute qu'aujourd'hui, elle serait peut-être, elle aurait pu soigner un peu plus son image, peut-être même qu'elle serait un peu plus riche, qu'en passant par le truchement d'une production qui en a tiré les revenus principaux. C'est intéressant ce que vous disiez par rapport à Loana. Si elle avait eu les réseaux sociaux, elle serait peut-être pas là où elle en est maintenant. Elle aurait peut-être pu monter un empire. Et on ne peut pas s'empêcher de penser aux personnalités de Kylie Jenner, de Kim Kardashian, qui sont des filles qui sont cet archétype de la bimbo qu'elles ont encore poussé peut-être un peu plus loin, de la bimbo businesswoman qui, à la fois, prend son destin en main, gagne beaucoup d'argent et capitalise sur un physique qui est très très normé.
Mais encore une fois, c'est toute l'ambiguïté de ces figures-là, c'est-à-dire qu'effectivement, elles sont soumises à l'ordre patriarcal, pardon de ce jargon un peu sociologique, mais on comprend bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'elles sont soumises à des normes esthétiques extrêmement fortes, elles ont choisi de s'y soumettre, et en même temps, elles en tirent un pouvoir conséquent. La famille Jenner et Kim Kardashian, ce sont des personnes qui ont pour certaines des milliards de dollars derrière elles. Donc ce sont des milliardaires. Donc c'est pas rien, et on peut évidemment les dénigrer, dire à quel point c'est stupide de se mettre en scène comme ça. Il n'empêche que ce sont effectivement des patronnes, et des patronnes puissantes, et qui se dispensent en fait de production, de gens qui les ont vampirisés, comme ça a été longtemps le cas, je pense, des bimbos. Donc en ça, moi je trouve qu'effectivement il y a quelque chose d'assez réjouissant de ce point de vue-là dans les réseaux sociaux. Le réalisateur Paul Sansfourche. François Jost, votre avis, vous, sur ce que ces premières téléréalités disent déjà de la civilisation des réseaux sociaux qui va suivre? Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'extimité n'est pas née avec Love Story. Il y a dans la décennie qui précède des émissions comme L'amour en danger, où les gens viennent parler de leur vie intime, de leur vie sexuelle, devant un public dans un studio. Qu'est-ce qui a changé vraiment? C'est que, d'une part, on a remplacé le studio par quelque chose qui ne ressemble pas à un studio, mais qui en est un quand même, c'est-à-dire le loft, la maison. Et d'autre part, c'est devant, les spectateurs peuvent agir, etc. Mais venir parler de soi, si vous voulez, ça n'est pas entièrement nouveau, ça a été naturalisé par les producteurs, si vous voulez. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que, et ça va nous déboucher sur les réseaux sociaux, c'est que, à partir de l'île de la Tentation, il y a une professionnalisation des candidats. C'est-à-dire les candidats, à la suite d'un procès qui a montré que faire de la télé-réalité, finalement, c'était un travail, les candidats sont maintenant des professionnels. Et donc, ils ont des techniques. Il y avait même à New York une école pour apprendre à se comporter dans la télé-réalité. Donc, ce sont des professionnels, et ce sont maintenant des professionnels des réseaux. Mais ce qui est intéressant dans les réseaux, c'est qu'on est moins comme au premier degré qu'on a pu l'être à un moment. C'est-à-dire qu'il y a une distance, un humour qui fait que le loft, et pas le loft, mais en tout cas la télé-réalité, sont appropriés par les tweetos et par les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ils rejouent des scènes, par exemple, qu'ils ont vues dans le show. Ils se moquent de telle ou telle réplique. Ça avait commencé avec Nabila, mais en fait, les réseaux sociaux ont donné une ampleur considérable à tout ça, puisque on a cette culture des mèmes et des imitations, des parodies, qui font vivre les candidats. D'autant plus que les candidats ont maintenant une vie en dehors de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'ils ont une vie privée sur laquelle certains enquêtent, et ils sont parfois redevables de leurs actions dans la vraie vie par rapport à ce qu'on a vu dans la télé-réalité, etc. Il y a une sorte de fusion entre réseaux sociaux et télé-réalité, où aujourd'hui, en vérité, la plupart des stars de la télé-réalité sont influenceurs, influenceuses. Oui, bien sûr. C'est ce qui fait vivre la télé-réalité. Et bon, on dit souvent que les jeunes ne regardent plus la télévision. S'il fallait prouver que c'était pas tout à fait juste, eh ben, les comportements sur les réseaux sociaux nous le montrent. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce qui redonne, c'est ce qui réanime, si vous voulez, la télé-réalité. Plus qu'avoir tué la télé-réalité, les réseaux sociaux la nourrissent? Eh bien oui, c'est ce que je pense, effectivement. C'est-à-dire que non, il ne tue pas la télé-réalité, il l'alimente. Et peut-être même souvent, des jeunes qui s'attachent à un personnage ou critiquent un personnage n'ont même plus tout à fait conscience que c'est de la télévision. C'est-à-dire que ça circule sans qu'on sache très bien ce que c'est comme objet. C'est devenu un objet mixte, justement, de la convergence, comme je le disais au début. Et oui, c'est ce qui l'alimente et ce qui la fait vivre. Eh bien, on comprend avec vous à quel point, plus de 20 ans après, la télé-réalité est loin d'avoir dit son dernier mot. Merci beaucoup, François Jost, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes sémiologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue Télévision chez CNRS Éditions.
Remonter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Une émission réalisée par Guillaume de Smet, coordonnée par Émilie Malice. Les archives ont été préparées par Élodie Broadiwa.